Non, paf le beurre. Il est quelle heure? Février. Mars? Je ne ferai pas cette blague concernant le titre du film. Je ne la ferai pas. À la question pourquoi la caméra tremble comme un flanc sur une 4L, il y a sûrement une réponse. Je ne la possède pas. Pamela Anderson était super d'ailleurs dans le film d'avant. Elle est très bien dans ce film aussi. Voilà. Mais ça suffit pas du tout. Bravo François Ozon. Tu as lu le livre en entier. Tous les mots, je pense. Alors oui, c'est un peu pour les bébés. J'avais rien à faire. Laissez-moi tranquille. Je n'ai malheureusement pas assez de temps pour vous dire à quel point je n'ai pas d'avis. Écoutez, puisqu'apparemment Rami Malek n'est embauché que pour faire du Mr. Robot, regardez Mr. Robot. Cet énorme bazar pouvait rentrer dans un seul film, j'en suis persuadé, mais maintenant c'est trop tard. Contre toute attente, je crois que je ne suis pas assez bof. Je préfère Jour de tonnerre. Une horrible affaire criminelle, des flics à moustache, à Charleroi. Sur le papier, évidemment, c'est super. Mais au final, le film m'a un peu perdu, je crois. Peut-être à cause de la scène de mariage qui est plus longue qu'un vrai mariage. Pour un film avec du drame, de la drogue et de la castagne, j'ai plus ressenti de tension devant Mookie, avec Eric Cantona et un singe qui parle. Ah bah il est là. Je dirais que la valeur du film se trouve dans la reconstitution, qui est hyper précise. Cependant, je vous mets au défi d'en avoir quelque chose à foutre. C'est le plus gros scandale de cette liste, c'est absolument virtuose. Mais j'ai l'impression que le film ne veut pas qu'on accède à son histoire. Voilà, donc est-ce que c'est de la poésie? Et donc est-ce que je n'aime pas la poésie? La réponse, jamais. Probablement. Impossible de deviner que la même réalisatrice Céline Song nous a offert ce sommet de subtilité, d'intelligence et de douceur qui était Past Lives. Attention, c'est très tiède. Dans un film aussi sublime, la seule chose qui me reste est une chanson de Richard Cochiante, est-ce bien normal? Les récents Dupieux me paraissent de plus en plus personnels, et paradoxalement je crois que je les aime de moins en moins. Je me dis que l'immense Yannick est assez récent pour qu'on s'accroche. Je suis définitivement de nature très optimiste. Le travail sur les décors et les accessoires évidemment est très cool, mais j'avoue, j'avais un peu envie de marcher sur Mini-Jean sans faire exprès pour que la voix off s'arrête enfin. Oups. C'est ce que j'appellerais un film confortable. Personne ne sera bousculé. Et pourquoi pas? Et l'alchimie entre Salif Cissé et Denis Podalides, c'est du chèvre-miel. On évoque les violences policières, on prend part à l'enquête. Alors évidemment, on serre le poing une bonne partie du film, mais quand même, je pense que j'aurais dû être plus énervé. De mémoire, il y a des choses très belles, mais de mémoire, j'ai un peu oublié. Il y a 78 films, ça va. Voilà un film à fort potentiel plaisir coupable. C'est facile à regarder, il n'y a pas de détour, aucune surprise à l'horizon. Je vais pas mentir, j'ai l'impression d'être trop vieux pour ces conneries. Et je peux pas faire confiance à quelqu'un qui ressemble à John dans Garfield. Les gens qui réalisent sont-ils tous réalisateurs? C'est pas toujours clair. En l'occurrence, Franck Dubosc a travaillé sérieusement, et donc c'est pas nul. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'adore le côté artificiel des décors, les maquettes, miniatures, etc. J'aime un peu moins suivre un vieux poivreau transpirant ne pas lâcher l'affaire avec un étudiant. James Bond. Alors je suis nul en Marvel, DC, tout ça, mais depuis quand les super-héros ils portent juste un gilet pare-balles et ils savent vaguement parler 2 langues? Est-ce que c'est des héros? C'est des gens en fait. Mission Impossible 7 partie 1 était pour moi un best-of de la saga. Fatalement la partie 2 est la suite d'un best-of. Voilà, à part pour les nuls l'intégrules 2, c'est pas une bonne idée. Film vu uniquement pour son titre qui se trouve être le nom du chien avec lequel je vis. Ce machin là. Bravo le chien. Voilà. J'aime beaucoup les personnages qui dépassent leurs fonctions. Notamment quand il s'agit de enquêter, vérifier, farfouiner. Et là ça enquête, ça vérifie, ça farfouine. Mais pour moi ça va pas du tout assez loin. Je pensais pas dire cette phrase un jour, mais Jodie Foster et Daniel Auteuil sont trop mignons. C'est ce qui fonctionne le mieux, je dirais. J'étais un peu sceptique au début, puis quelques très bons gags m'ont rappelé que j'étais là pour m'amuser. Puis si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours faire un blind test avec la voix des acteurs. En VF en tout cas, il y a des surprises. J'ai un attachement énorme à Kaamelott, à ces personnages, à cet univers. Donc je lâche pas, je suis là, je vais en salle, je participe à l'effort de guerre. Souvent, je prends du plaisir, la plupart du temps même. Oui, les fans en font des caisses, les haters aussi. Je suis désolé, ça n'est pas aussi cool que vous le croyez de détester Kaamelott. Juste, vous avez le droit, mais on peut adorer Kaamelott et ne pas citer Kaamelott. Ce sera accepté par votre entourage très facilement.
je pense. Ma seule déception ici, ce sera la direction d'acteur, pour la première fois de toute la saga. C'est assez inexplicable parce que du temps de la série, ils avaient beaucoup moins de temps pour travailler. Globalement, l'équipe est très talentueuse, donc je suis certain qu'on aura de très belles choses à l'avenir. Voilà, pas tout le temps. Ça m'a plus diverti que prévu, donc tant mieux. Les personnages, par contre, notamment les secondaires, on est vraiment au salon de la caricature. Entre Tinius et Cabu, je pense qu'il y avait moyen de faire plus subtil. Et en même temps, on a Mark Hamill debout sur un tank qui hurle sur des gamins qui se chient dans les godasses. Est-ce que la subtilité faisait partie du cahier des charges? Pas sûr. Je suis assez fasciné par les films qui se passent en une journée. À ce propos, restez pour le top 10. Et si là le but était de transmettre la charge mentale, c'est très réussi. J'étais en burn-out à la fin du film. Je trouve que depuis 2 films, Ari Aster a besoin de contraintes. Des producteurs, lui-même, je sais pas. Pour se canaliser et cibler son histoire et arrêter de nous raconter 5 films dans le même film. Entre 2010 et 2020, je trouve que Pixar a été légendaire, par instant en tout cas. Hélas, le marketing est plus que jamais géré par Disney qui, comme chacun sait, est complètement sénile. Pendant le Covid, ils ont sorti 3 films originaux sur Disney+ directement pour promouvoir leur plateforme de merde. Puis ils sont revenus en salle avec un film de licence. En fait, ils font exactement l'inverse des directs ou VHS des années 90. 90, les films comme Elio sortent sans aucune publicité. Bref, on ne comprend rien. Quel plaisir pour moi que de découvrir cet univers de Paddington avec ces 2 premiers films particulièrement réussis. Il se trouve que ma marraine est anglaise et elle m'avait prévenu. C'est très anglais. On peut pas mieux décrire ces films. Et c'est aussi pour moi la découverte d'un réalisateur, Paul King, qui aime mettre en scène les mécanismes et une certaine forme de magie. Quand on regarde Wonka, on reconnaît tout de suite son style. Et d'ailleurs, c'est pour Wonka qui n'est pas revenu pour ce 3e volet. Et pour être honnête, même si le film est plaisant, ça manque un petit peu de cette magie. Et aussi, et surtout, du rapport de Paddington aux êtres humains et leur petitesse. J'ai un peu le même problème qu'avec Eddington ici, puisqu'on a 2 films qui se parasitent un petit peu. Même si la réalisation, évidemment, est hyper satisfaisante, le résultat, il est un peu confus. Et on aimerait, au fil du film, que un des 2 aspects soit abandonné, ce qui n'arrive jamais. Après, c'est l'exigence qu'on a avec les grands réalisateurs. Fabien Antoniente, on le fait pas chier. Rare film de l'année, presque trop intelligent pour être apprécié. La plupart du temps, j'ai eu la sensation de devoir comprendre quelque chose au lieu de directement le recevoir, et ça c'est quand même un problème, je trouve. C'est un peu comme si j'avais vu la surface d'un film génial. Bref, j'ai pas aimé, mais je conseille. J'ai trouvé ça un peu moins passionnant que ces 2 films précédents, même si Stéphane Demoustier sait créer des moments de cinéma, peu importe le matériau de base, visiblement. Je comprends pas trop pourquoi tous les acteurs sont nommés au César, à part évidemment Xavier Dolan dans le rôle de Christian Clavier jeune. Je pensais m'amuser, mais apparemment ça n'était pas dans les plans de James Gunn. 41ème de mon top, c'est quand même une vraie surprise avec tout le foin que ça a fait. Bon voilà, comme prévu, les haters en font trop, les fans aussi, mais je trouve ça moins grave. Bravo d'aimer finalement. Je chie dans mes frocs selon certains critères, comme tout le monde. Et moi, ce serait plutôt les vrais vices des vrais gens de la vraie vie véritable. Voilà. Qui un tueur en série des années 70 en Californie, qui un curé de Corrèze qui aura un peu de mal avec les distances. On était vraiment pas loin ici, seulement voilà, je ne spoilerai rien, car c'est pas le genre de la maison, mais ça va un peu plus loin que ça, et donc ça sort légèrement de mon champ d'appréciation. Edgar Wright aux portes du top 38. Bon, la première heure était vraiment pas si mal malgré Glenn Powell. Mais il a fallu se rendre à l'évidence, on s'en fout. Les quelques séquences de fin sont même pénibles. C'est pas un ratage évidemment, c'est même très maîtrisé. Mais par pitié, il faut refaire des films en Angleterre, si possible, sans un sou. Pas un peso pour le 2e meilleur Edgar. Derrière Edgar Gros-Piron, bien sûr. On a envie de vivre dans ce Brésil des années 70, dans cette maison ouverte et festive, jusqu'à ce que plus du tout. Le basculement central est vraiment réussi. La fin est un peu académique pour moi, mais c'est presque du détail. J'ai énormément suivi l'éclosion de Golden Moustache et de tout cet arc de fiction dans les années 2010 sur YouTube. Ça plus Kaamelott, manquerait plus que je sois allé au Hellfest et que j'ai adoré ça. Je ne donnerai pas mon avis sur la chouffe. Écoutez, je me suis pris au jeu. Voilà, comme disait Daft Punk, je ne suis qu'un humain après tout. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. J'espère que vous aimez Désirless parce que vous allez en bouffer des tartines. C'est une chouette comédie dont le sujet, l'euthanasie, est vraiment traité. Ça c'est bien, mais surtout, les personnages à un moment sauvent un barbuck. Ça c'est inestimable. Et on change d'icône de la musique, et j'en suis navré, pour parler de quelqu'un qui prenait beaucoup moins de drogue, si on en croit le film. Pas 1 centimètre de schnouf sur Bob Dylan. Bon, c'est un biopic anti-spectaculaire.
et fait avec intelligence, je dirais. Je pensais y être plus insensible, mais il se trouve que j'ai pas mal repensé dans l'année. Quelques idées géniales, quelques idées pas terribles non plus, puis quelques idées à chier contre les murs. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Si seulement c'était supportable une séance 3D, je l'aurais vu en 3D et à mon avis il serait plus haut dans ce top. C'est l'opus le moins pénible pour moi. Les personnages sont bien introduits, on comprend qui est qui, on comprend qui veut quoi, c'est autant de différences avec les films d'avant. Et évidemment l'action est très bien filmée. Même si j'adhère pas à tout, il y a toujours un passage qui me touche. Je pense à la scène de la crise d'angoisse, qui prend un tournant très joli. Évidemment des scènes plus percutantes aussi, que je ne spoilerai pas. C'est un film très humain finalement. Et il y a un chat. Oh là là, pardon. Bien sûr, il y a un adorable chat. Vu en 2024, car je savais pas que Didi allait sortir en France, et je ne sais par quel miracle ils ont fini par se bouger le fiac. On suit avec plaisir ce portrait d'adolescent à la fin des vacances d'été, avec ce que ça implique de découverte et de solitude. C'est aussi une fenêtre sur les années 2000, les blogs, les débuts de YouTube, le skate, les caméscopes, le rock, souvenez-vous. Probablement que la nostalgie a fonctionné sur moi, et je m'aperçois en le disant que mon adolescence est un sujet du passé, ce qui n'est pas la meilleure nouvelle de la semaine. Mon seul investissement émotionnel, c'était quand je suis allé faire pipi, et c'est un pipi ordinaire. Il n'y a pas de personnage, alors qu'il y en a trop. Je vous présente mes plus plates excuses, mais je suis un garçon de 1991, et il y a des dinos qui se comportent comme des animaux, c'était pas arrivé depuis des années. Il y a des décors sublimes, et ça aussi, c'était pas arrivé depuis des années. Écoutez, je me suis tapé les 3 Jurassic World juste avant, je souhaite ça à personne, je trouve qu'on est sur la bonne voie. J'étais curieux de chaque scène en le voyant, et pourtant quand j'y repense, c'est un peu à quoi bon. En fait, je crois que j'ai pas aimé les chocs que me propose le film, mais ce qui en découle est pas inintéressant. Et en même temps, est-ce qu'un bon film doit forcément être aimable ? Voilà, démerdez-vous. Ok, le film n'est pas parfait, on peut même haïr, mais comment on peut apprécier des décors aussi somptueux sur un téléviseur d'humain normal ? Comme moi, je lance le film, je suis déjà saoulé de pas être en salle. Laissez-nous au moins une semaine de projection. Pitié. Je deviens Sardou. Kieran Culkin est vraiment merveilleux. Et même si j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de relation, dans ce contexte, c'est évidemment différent. Globalement, j'aime bien quand un film montre qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire son deuil. Et puis ces deux oiseaux ont 40 ans alors que Gérard Jugnot en a 27 dans Les Bronzés. Difficile de s'en remettre. Arco sera aux Oscars. Et ça n'est pas une contrepétrie. Voilà, c'est incroyable, donc je devais commencer par là. Bravo, Hugo Bienvenu. C'est ce que je te dis. Ensuite, on peut adhérer ou pas à la proposition de science-fiction qui nous est faite. Moi, j'ai aimé parce que c'est pas si commun, en fait, cet optimisme, ces couleurs, évidemment. J'ai trouvé ça très mignon, mais aussi très intelligent. Et le plus fou, c'est que ça n'est pas le seul film d'animation français aux Oscars. Regardez comme je suis à la mode. C'est pas la meilleure histoire sur le papier, mais c'est tellement bien fait que ça m'a très vite chopé. On va pas se mentir, c'est du divertissement à plein tube, et ça fonctionne très bien. Peut-être qu'il y a un sous-texte sur l'industrie de la K-pop que je n'ai pas, car inculte, et du coup je peux que le supposer. Je sais pas vraiment à qui je peux le conseiller, mais vu le tintamarre que ça a fait, je suppose que vous l'avez déjà tous vu. Le dispositif est simple et efficace. Si vous ne voulez rien savoir, je vais spoiler un aspect formel, donc vous pouvez passer au film suivant. De toute façon, c'est dans quelques secondes. C'est ce genre de film où on voit la même histoire de plusieurs points de vue différents. En l'occurrence, 3. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'on va apprendre en chemin. Ce qu'on croyait avoir compris, mais en fait, en changeant de point de vue, ça se révèle totalement différent. Le plaisir de découvrir le hors-champ, de devenir omniscient finalement. Et la tension qui va monter au long de chaque chapitre va le faire différemment, comme un puzzle de 3 gros morceaux. Puzzle niveau débutant. Quand même. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vois très bien. Mais ça me régale. Rian Johnson est sur cette planète pour me régaler, personnellement. Et en plus, il s'amuse aussi visiblement. Donc laissez-nous faire des rondades et des hurrahs. Et entre nous, Daniel Craig est quand même plus marrant que dans vos James Bond. Je me demande si je me suis pas fait un peu marabouter par Mike Flanagan. Comme tout le monde. Parce qu'objectivement, le film est très beau dans son image, dans ses thématiques aussi. Mais objectivement, personne n'a rien compris à son histoire. Il y a des scènes marquantes quand même, des vraies scènes de cinéma. Et ça c'est important pour la mémoire collective, même pour moi c'est quelque chose que j'aime bien quand un réalisateur prévoit de faire une scène remarquable dans son film. J'hésite maintenant entre lire la nouvelle de Stephen King ou rester sur cette bonne impression un peu mystique.
Bon, je lis un demi-livre par an, donc je crois qu'on tient notre réponse. Nouvelle occurrence de caca culotte. La petite subtilité avec Weapons ou Évanoui, c'est que c'est très marrant. En fait, ça vraiment je m'y attendais pas, mais c'est aussi rigolo qu'effrayant. Il y a un peu le dispositif des points de vue dont j'ai parlé tout à l'heure, mais là en plus ça se décale légèrement dans le temps, donc à chaque chapitre on avance dans l'histoire. C'est surprenant que j'ai apprécié autant de films d'horreur. Et oui, car malheureusement, ça n'est pas fini. Probablement le film le plus subtil de ce top, tout va reposer sur les relations des membres d'une famille, entre les regards, les non-dits, les dialogues, tout ça dans des cadres très précis, notamment dans une maison qui est un membre de la famille à part entière. Ça m'a moi-même moins touché que Julie en 12 chapitres, le précédent film de Joachim Trier, mais j'aime bien comment le film montre les différentes façons de communiquer, notamment communiquer par son art. C'est très beau, on a un bel exemple récemment avec Amenet, mais j'ai peur de rentrer dans une faille temporelle, donc réservons ça pour le top de l'année prochaine. Merde, l'horreur. Merde. Bon, c'est ignoble, hein. Voilà, tout bonnement dégueulasse. Alors pourquoi j'aime bien ? Parce que c'est du cracra artisanal. C'est généreux, c'est très bien fait. Bon, c'est la totale, hein. La nourriture qui pourrit, la chirurgie esthétique, hein, les mutilations bien sûr, les choses qui sortent du corps. Mais bien pire, avec la jalousie, la vanité, la colère. Et puis, c'est tellement bien filmé que je trouve que ça mérite d'être remarqué. Voilà, je ne le reverrai jamais, je ne vous le conseille même pas. Faites ce que vous voulez finalement. Peut-être prévoir une bassine. Et voilà. Là, c'est le moment où vous commencez à vous dire que je suis un péteux. Et vous n'avez pas tort. Mais, vous allez voir que la suite est très variée, il y en a pour tous les goûts, sauf les cons. Je plaisante, je crois que ça y est, j'arrive à l'âge où je peux apprécier pleinement un film de Pedro Almodóvar. Je dis pas qu'on y arrive forcément, mais je suis ces films depuis Douleur et Gloire, donc c'est très récent, et son approche visuelle tout en couleurs primaires, c'est très accessible et pictural. Ici, on parle de la mort, de bout en bout. Voilà, c'est la thématique, mais avec bonne humeur et sensibilité. Et bien sûr, les personnages ont leur propre existence, leur peur, leur courage, leur parcours. C'est tout simple, ça en fait pas trop. Voilà, j'ai hâte maintenant de découvrir toute sa filmographie parce que je pense que je suis en âge de pouvoir le recevoir, beaucoup plus en tout cas que quand j'étais un gros bébé cadom. Voilà, tout est pardonné. De la musique, de la danse, un anglais dans un singe. Alors premier constat, le biopic sur Robbie Williams est meilleur que celui sur Freddie Mercury. Je ne sais pas quelle conclusion en tirer, mais il faut vivre avec. Pour parler directement du singe, ça n'a aucun sens. Mais c'est exceptionnel techniquement. Son intégration dans le décor, ses interactions avec les personnages, j'ai rarement vu ça. Après j'aime bien la réorchestration des chansons, il se trouve que j'écoutais sa musique il y a 20 ans, donc peut-être que si on s'en foutait à l'époque, on s'en fout aujourd'hui. Dites-le moi, je suis sûr que vous êtes nombreux, et je pense sincèrement qu'on pouvait pas faire plus divertissant avec la matière de base. Largement le mieux fichu de la saga, même si, respect aux anciens évidemment, il y a le plaisir régressif des débuts, mais en un peu plus émouvant, un peu plus marrant même. Est-ce que c'est moins effrayant ? Peut-être, mais si vous avez peur de la mort, ça devrait fonctionner. Et sinon, qui êtes-vous ? Expérience très particulière, car étant un gros bonnet, je n'ai compris le film qu'au générique de fin. Alors de toute façon, j'étais embarqué parce que l'histoire est très touchante, mais au dernier moment, il y a le déclic qui pour moi change tout. Le bébé est ignoble. Voilà, affreux. Immonde bébé, les effets spéciaux. Aïe aïe aïe. Mon Dieu qu'il est moche. Mais alors pourquoi j'ai quand même aimé ? Parce que le film est très amusant ? Parce que la musique est géniale ? Parce qu'un faux bébé en 3D mal fait est anecdotique ? Oui. Rien que pour la musique, il faudrait le voir. Elle m'a écrasé sur mon siège. Pour le reste, j'ai alternativement adoré et pas adoré. Ça reste invraisemblable de faire un film aussi énorme avec moins de 10 millions de dollars. Moins cher que Chasse gardée 2. Sans la révélation Mia Threppleton, je pense que je serais resté un peu en marge. On ne saura jamais. C'est une délicieuse tintinade, avec tout ce que ça implique. Vraiment très folklorique l'Écosse. J'adore la liberté du film. Spoiler, la suite sortie récemment est top aussi, mais je viens d'apprendre à l'heure où je tourne cette vidéo que le 3e volet est menacé. Donc les financiers veulent produire des reboots et des remakes pour moins prendre de risques, et quand les réalisateurs s'y collent, ça suffit pas. Faut les se faire foutre, je dirais. Il y aurait moyen de développer un peu plus les personnages, d'en montrer un peu plus, mais honnêtement ce qui est fait est très bien fait. Comme tout le monde, il y a une scène de suspense que j'ai adorée, qui justifie presque le film autour. Je pense que Peter Dourunzis aime bien les films d'Hitchcock, et il a bien raison. Bon par contre au début du film, Jean-Pierre Daroussin prend une lèvre au repas de midi. Qui fait ça ?
Emma Stone et Jesse Plemons sont exactement à leur place. Et c'est un Lanthimos qui se la pète un peu moins, donc je l'accueille avec plaisir. Très heureux que ce documentaire ait dépassé le 1 million d'entrées, et ça récompense aussi La Panthère des Neiges qui était tout aussi beau. Ce que je préfère, c'est même pas la qualité du son, la rareté des images, qui sont évidemment exceptionnelles, mais c'est la mise en scène. C'est le cinéma qu'il y a dans ce film. Il y a du suspense, on enquête parfois pour savoir ce qu'on regarde, on recherche dans le cadre d'où va apparaître le sujet, ou peut-être est-il déjà là, et c'est lui qui nous regarde. Et hop là, le deuxième film d'animation français aux Oscars, c'est mérité, la mise en scène est complètement folle. On ressent tout, c'est fou. J'avais un peu peur du texte d'Amélie Nothomb, les 2-3 premières phrases en voix off m'ont un peu crispé, mais tout va bien, fausse alerte, c'est super. 4e film français de ce top, mais comment faire autrement ? Clapiche ou le meilleur réalisateur quand il s'agit de filmer des groupes, ça je pense que ça changera jamais, et ça me régale. Un rêve pour moi de tourner dans un film écrit et monté comme ça, je vous rassure. Il est au courant, je l'ai prévenu, personnellement ça devrait arriver très bientôt, bien sûr que non, dommage. Pour un premier film, le ton est affirmé, la direction d'actrice est géniale, bravo Scarlett. Et donc le duo d'actrices est fabuleux, l'attachement est maximal, les dialogues c'est un peu des punchlines de stand-up mais c'est très marrant. Un monde où tout le monde est beau et drôle. Ça fait plaisir. Alors évidemment on comprend que Pouic à cette enquête, mais du coup on apprécie plutôt les relations entre les personnages, tous plus classe les uns que les autres. Vraiment le plaisir surprise de ce top. C'est le film le moins parfait du top 5 je dirais, mais il y a une proposition folle au sein d'un film classique. C'est un peu un cheval de Troie en vrai. Donc je ne dirai rien pour vous laisser la totale surprise, juste il y a une scène centrale absolument tarée, c'est un genre d'apothéose, inratable. Je me suis fait balader dans tous les sens. Par les surprises, mais aussi par le rythme. Alors évidemment, tout le monde joue bien, mais c'est sur des partitions un peu différentes. Du coup, ça ajoute au chaos global. C'est un énorme bordel, mais c'est d'une grande fluidité. C'est largement le meilleur film de l'année, mais pas premier, car j'ai un film préféré dont personne ne parle. Double Soderbergh dans mon top, quelles étaient les chances ? Mais c'était d'une telle évidence que jamais il n'a été inquiété. Nous suivons le point de vue d'une présence dans une maison. Donc ça peut être intriguant, inquiétant même, mais l'éventualité d'un film d'épouvante par exemple est très vite mise de côté. On se retrouve en immersion, enfermé dans cette maison, et c'est au spectateur petit à petit de découvrir à quelle histoire on assiste. Les scènes sont crédibles, comme si les acteurs ne jouaient pas et qu'on les observait. C'est très intelligent, c'est simple, c'est court. Voilà, c'est mon film préféré de l'année, y a rien en trop, pas d'esbrouf, mais du rififi.